Le Studio, le podcast de la MC2, Maison de la Culture de Grenoble. Entrée au cœur du spectacle vivant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Catherine Hargreaves et Adèle Gascuel qui ont mis en scène le spectacle Back to Reality. Les représentations se tiendront du 5 au 7 mars à la MC2. Nous allons aborder la création de la pièce, la rencontre avec le comédien George Webster et la question du handicap. Cette œuvre a une part autobiographique. Catherine, tu es née dans une sororie de 3 enfants. Ta sœur aînée, Rachel, était porteuse de trisomie. Ta sœur cadette, Rebecca, a filmé pendant 10 ans votre quotidien, mais son disque dur a lâché. Tu t'es retrouvée détentrice des images d'archives et tu as pris la décision d'utiliser cette matière dans ton spectacle. Pourquoi la question du handicap vous tient à cœur à toutes les deux ? Alors, on n'est pas du tout, on va dire, des spécialistes du sujet. Il se trouve que, effectivement, je travaille sur un spectacle depuis presque 7 ans qui s'appelle Back to Reality, qui aborde ce sujet parce qu'il parle d'un sujet personnel et que ma grande sœur était porteuse de trisomie. Et que Adèle pourra dire sa propre histoire par rapport à Sirène. Mais en fait, on a conscience qu'il y a énormément de compagnies qui travaillent depuis très très longtemps en France en essayant d'être inclusives, ou alors sur le thème du handicap. Et encore, ce qui est délicat avec cette question, c'est de travailler. C'est pas tant le fait de travailler sur le thème du handicap que de travailler avec les personnes concernées qui nous intéressent. Tout simplement, alors là je réponds vraiment personnellement, on essaye toujours d'inventer et que quand on pense que le théâtre, depuis longtemps en France, se prive d'une partie de ses acteurs professionnels, on se dit qu'on passe à côté de plein de possibilités d'inventer de nouvelles choses. Donc c'est assez excitant de s'ouvrir au plus de personnes possible, sachant qu'on est vraiment très débutante dans ce domaine. Moi, je dirais que c'est vraiment un hasard. Je ne me considère pas du tout une professionnelle qui en sait plus que quelqu'un d'autre sur la question du handicap. Je pense tout simplement que c'est arrivé dans ma vie par l'intérêt que portait Catherine à ces questions-là. Et puis, parce que j'ai écrit une pièce, Sirène 2428, dont une des comédiennes est en situation de handicap, en fauteuil roulant, et que ça m'a mis face à des réalités et des injustices qui m'ont ouvert des questionnements. Et je dirais que si cette comédienne est arrivée dans ma vie et ces questionnements-là, c'est finalement parce que j'avais écrit une pièce qui parlait de biodiversité et d'écologie, et c'est pas un hasard finalement que une pièce sur ces questions-là pose en fait des questions similaires dans notre société d'humain et humaine, c'est-à-dire quelle diversité, quelle inclusion de tous et de toutes il y a dans notre société. Finalement, ce soit des questions qui se croisent avec les questions écologiques que je me posais, mais presque par un heureux hasard en fait. Je voulais juste rajouter que ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne veut pas créer sur le handicap ou à partir du handicap, on veut créer des histoires et juste qu'on veut s'ouvrir le plus possible à tous les professionnels. Catherine, comment t'es venue l'idée de Back to Reality ? Back to Reality, ça a commencé ce spectacle. J'ai commencé à y penser en fait quand j'accompagnais ma grande sœur, qui est porteuse de trisomie. Quand je l'accompagnais, pour dire crûment, vers la mort avec le reste de ma famille, parce qu'elle était atteinte d'une maladie non nommée, non identifiée, et en voyant le traitement des institutions et du corps médical face à elle, en voyant toutes les non-réponses que j'avais aux questions que me posait cette situation très douloureuse, j'avais l'impression que les questions que je me posais étaient les mêmes questions qu'on pouvait se poser face à ce monde qui, on a l'impression, va de plus en plus mal. Et ça m'a donné envie de partager ça avec le public. Et donc petit à petit est arrivé un spectacle que je continuerai à écrire jusqu'à la première avec Adèle. Et du coup, c'est dur d'être synthétique sur un projet qui a pris 7 ans de travail. Et surtout,
C'est dur d'être synthétique parce que ce qui est très important pour moi dans ce projet, c'est qu'on ne puisse pas le résumer en un thème ou en plusieurs thèmes. Peut-être dire quand même. Voilà, toi t'es plus concrète. Non, mais peut-être pas seulement conceptuel. Non, mais comme c'est un spectacle qui raconte notamment le deuil de ta sœur, c'est un spectacle qui pose la question de, à la fois, qu'est-ce qui fait que, voilà, que quand quelqu'un part, on a l'impression qu'il est unique, qu'il nous manque. Qu'est-ce qui fait que cette personne paraît exceptionnelle? Et là, il se trouve que ta sœur, comme elle était en situation de handicap, ça repose aussi cette question-là de la présence de handicap finalement, dans nos vies. Est-ce que le handicap est un statut exceptionnel, une manière de voir, de percevoir le monde qui est exceptionnelle, ou finalement, est-ce que c'est plus intéressant de le voir sous l'angle de l'appartenance? Comment on appartient en fait à une communauté du handicap, ou comment on appartient à une sororie. Et puis dans le spectacle, il y a aussi la question de comment on appartient... Voilà, vous venez, c'est une sororie, toi et tes sœurs, vous êtes anglaises, donc dans le spectacle, il y a aussi la langue anglaise, avec un acteur qui est en situation de handicap, qui est trisomique, mais du coup, c'est à chaque fois la question du rapport entre la différence et l'appartenance, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on appartient à un groupe parce qu'on est différents les uns des autres aussi, et qu'en fait, c'est lié, l'appartenance et la différence. Et voilà pourquoi je travaille avec Adèle, parce que moi, je vais chercher de la matière un peu brute et elle arrive à y mettre de la forme. Comment as-tu choisi ou trouvé George Webster? Alors, je suis partie en résidence en Angleterre, justement pour travailler sur ce spectacle et pour savoir à quoi ressemblait l'Angleterre après le Brexit. C'était une des questions que je me posais, de me dire, mais voilà, moi qui ai toujours vécu en France alors que je suis anglaise, qu'est-ce que c'est que cette Angleterre brexitienne? Moi qui me considère européenne, je ne parle pas en termes de l'Europe économique d'ailleurs, mais plus le sentiment d'appartenir à un ensemble de pays, mais d'ailleurs ça peut s'étendre jusqu'au monde, hein, pourquoi s'arrêter à l'Europe, mais voilà. Et là, en allant voir des compagnies de théâtre travailler, j'ai vu plusieurs personnes en situation de handicap arriver sur scène, qui étaient magnifiques. Enfin, je ne cherchais pas une comédienne ou un comédien porteur de handicap. Et en fait, est arrivé Georges avec une qualité de joie et de présence au plateau qui m'a tout de suite rappelé quelque chose que je voulais exprimer. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, mais il s'entendrait tellement bien avec les deux autres comédiens qui bossent sur le spectacle que je n'ai pas réfléchi. » Enfin voilà, j'ai tout de suite voulu l'engager et il a accepté. Voilà. Et la question de l'intégration de Georges s'est pas vraiment posée dans le processus de création
parce que les 3 gars, donc il y a un trio qui est comme un boys band dans le spectacle, avec nous 2 également en scène, mais en tout cas les 3 gars se sont très vite bien entendus. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait les 2 autres sont des Français qui en fait parlent pas très bien anglais, donc en fait ils sont en situation de handicap permanent vis-à-vis de Georges dans leur tentative de s'exprimer, de communiquer, et dans le spectacle, c'est ça qui est très joyeux aussi, c'est que moi j'ai l'impression que la première chose qu'on se dit quand on voit cet acteur, c'est qu'on se dit « Ah, c'est un acteur anglais !» En fait, c'est ça qui est le plus évident avant la question de la trisomie ou du handicap. Et c'est là où c'est très chouette d'avoir Georges avec nous au plateau, c'est que la question de la différence, elle se passe en fait à plusieurs endroits qui n'enferment pas quelqu'un dans une seule identité. Et c'est ça aussi que raconte le spectacle, c'est comment nos identités, elles sont multiples en fait et complexes. Pour être clair, j'ai pas pris Georges parce qu'il était porteur de trisomie. J'ai pris Georges parce qu'il est la personne qu'il est et l'acteur qu'il est. Et le fait d'être porteur de trisomie fait partie de son identité. Donc bien sûr que c'est important et bien sûr que je ne le nie pas, mais c'est pas pour ça que je l'ai engagé. C'était pas un désir au départ de se dire on fait un spectacle sur la sœur de Catherine qui est porteuse de trisomie, donc ouais. Il faut des acteurs en situation de handicap au plateau. On a voulu éviter pour pas que les gens fassent ce raccourci-là. Et d'ailleurs, c'est la question de l'intégration à nous, parce que tu disais comment Georges s'intègre dans l'équipe, et je crois que Georges s'intègre pas. Georges oblige, c'est un acteur qui est souvent très positif au plateau, qui ne se juge pas, donc c'est très agréable. C'est un partenaire de jeu super en fait, c'est un acteur idéal, un acteur qui est pas en train de se regarder, de se juger, de se dire qu'il est nul, et donc il apporte en fait aussi une très grande joie dans le processus des répétitions. Il est partant pour tout. Globalement, l'équipe est partante, et donc on espère en tout cas que cette joie elle va se transmettre dans le spectacle. Quelle a été la réaction de ta famille, Catherine, en sachant que tu voulais raconter cette histoire? La discussion qu'on a eue, c'est qu'il y a autant de réalité que de personnes. Et ils ont dit, raconte ce que tu veux, ça sera ta réalité. On ne sait pas, on la connaît un petit peu. Mais on assume totalement. Et si ça diffère de nous, nous, on garde ça pour nous. C'est-à-dire qu'on sait que c'est peut-être pas notre vision. Donc, en gros, ils m'ont dit que j'avais carte blanche et que c'était normal si ça frottait avec leur façon de voir notre histoire. Et je leur ai dit aussi que c'était de la fiction, c'est-à-dire que si je parle d'eux, je ne parle pas directement d'eux, je parle Enfin voilà, c'est une fiction, en fait. De la même façon que si je parle de moi, c'est un petit peu déplacé. Il y a des choses dans l'histoire qui sont fausses, il y a des choses qui sont vraies. Pareil, je ne donne pas le mode d'emploi au public. Et par contre, ce thème-là de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux dans nos propres histoires personnelles, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je vois beaucoup dans des films documentaires qui ont été faits, où on ne sait pas et on joue avec ça. Et je trouve ça absolument passionnant et vertigineux. Peut-être dire aussi que, pardon, je complète, même si c'est pas ça. Peut-être dire aussi que vous étiez 3 sœurs, toi, Rachel et Rebecca, et que du coup, Rebecca a passé 10 ans à filmer les 3 sœurs, à faire un film documentaire qui n'a jamais abouti. Et du coup, dans le spectacle, on récupère les rushs de ce film. Et donc, il y a aussi une histoire de transmission entre les sœurs de ce film documentaire qui aujourd'hui devient un spectacle. Et donc, il y a quand même quelque chose sur la transmission vis-à-vis de ta famille qui est assez beau, où Rebecca t'a légué les rushs de son film. Rebecca et Geoffrey, qui sont les 2 personnes qui ont filmé. Geoffrey étant son compagnon. Oui. Sinon, ça restait dans un carton. Donc, ils ont dit, fais-en ce que tu veux.
Comment adaptez-vous vos ateliers au public en situation de handicap ? Pour moi, un atelier ne se déroule pas de la même façon selon les personnes avec lesquelles il s'adresse. C'est un atelier, là, pour le coup, qui s'adressait à des personnes, des comédiens et des comédiennes professionnelles. Donc, j'ai utilisé les mêmes exercices que j'utilise avec des comédiens qui seraient valides. Je pense à des choses en amont et puis j'adapte au fur et à mesure aussi avec eux. En fait, c'est compliqué parce que la question qui est posée là, c'est justement une question que je travaille cette année. J'adapte pour n'importe quel comédien avec qui je vais travailler. C'est-à-dire que si c'est des comédiens très jeunes, je vais peut-être travailler d'une certaine façon. Si c'est des comédiens porteurs de situations de handicap, ça veut rien dire dans un sens, parce qu'il y a plein de handicaps différents. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir des problèmes avec le bruit qui est trop fort, d'autres qui vont pas vouloir qu'on les touche, d'autres qui ont un problème parce qu'ils peuvent pas lire. Donc, est-ce que c'est des improvisateurs? Est-ce qu'ils aiment bouger avec leur corps? Enfin, finalement, c'est plein de données qui... Par contre, ce que je fais, c'est que j'essaye de m'adresser à des gens qui ont l'habitude, à des personnes concernées ou à des personnes qui travaillent en milieu adapté, par exemple, pour savoir ce qu'eux ont fait, parce que nous, on commence. Et voilà. Mais j'aurais envie de dire, sans faux discours, que voilà... quel que soit le groupe avec lequel on travaille, on va adapter, porteur de handicap ou pas. Parce que l'idée, c'est d'essayer de faire parler le comédien qui sommeille en elle ou eux. Voilà. Et donc, il faut s'adapter à elle ou eux. Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous créez un spectacle ? Moi, je crois que dans nos spectacles, ce qui nous intéresse, c'est de se balader dans des émotions qui peuvent être très variées et très contradictoires. Et je pense qu'il y a ça dans nos 2 spectacles cette saison, c'est-à-dire une histoire intime qui peut être parfois très dure et en même temps un rapport au comics. On rit quand même. Et je pense que c'est une des forces de Bactuality d'être une histoire intime qui parle de deuil, ce qui est quand même une grosse affaire. Et en même temps, il y a ce trio, ce boys band qui est un trio très joyeux avec... Ouais. Voilà, Bactuality aborde effectivement des sujets bien costauds. Et si vous venez pour voir une pensée particulière s'articuler et des réponses données, c'est peut-être pas le bon spectacle. On n'est pas là pour poser des questions, parce que, oui, on peut poser des questions tout seul. Par contre, ce qu'on aime, c'est plonger le spectateur dans la complexité d'un thème, d'une question, d'une réalité, et dire bah voilà, on peut pas en fait avoir une seule vision. Et c'est notre travail avec Adèle, c'est d'essayer de effacer le moins d'aspects possibles d'une même réalité. Cet épisode est terminé. Il vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et notre compte Spotify. Et surtout, restez à l'écoute du spectacle vivant.